Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Je dis bienvenue, mais ça peut être re-bienvenue. Et merci d'être à l'écoute et d'écouter mon balado. Il va y avoir de belles choses que je vais vous annoncer très bientôt pour mon podcast. On débute l'année et on va briller davantage à Elle brille très bientôt. Je vous parle de tout ça. Je peux pas vous en parler là, mais ça s'en vient très bientôt. On débute l'année 2021 avec une entrevue avec une femme impressionnante, rafraîchissante, surprenante. Son nom, c'est Marie-Lou Duvernay-Tardif. Elle a 22 ans. Elle a réussi à se tailler une place au sein du camp de sélection de l'équipe canadienne d'aviron. Et pour vous donner une idée, à seulement 17 ans, elle pratiquait l'aviron depuis environ 1 an et déjà, on parlait d'elle pour les Jeux olympiques de Tokyo et de Paris. Rien de moins. Son frère, vous le connaissez probablement, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui a remporté le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City. Et en plus de ça, il y a sa sœur aussi, Delphine, qui elle aussi excelle dans un sport, le ski de fond. Alors, ça doit être dans leur gène, ça doit être de famille. Salut Marie-Lou. Bonjour. Merci d'être avec nous autres. Mais merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce qui se passe avec toi? En ce moment même, en fait, j'étais en train d'étudier. Je suis entre 2 entraînements. Puis sinon, de ce temps-ci, c'est beaucoup d'entraînements. On vient de sortir de l'eau, dans le fond, avec les temps froids qui s'en viennent, l'hiver qui s'en vient. Donc, on s'entraîne à l'intérieur. Puis c'est pas mal ça, mes journées, là, entraînement-études. Donc, dans le fond, c'est comme ton frère, c'est comme ta sœur. Vous étudiez, mais vous excellez à un sport de haut niveau. Toi, faire les deux, il n'y a pas de problème? Je dirais pas qu'il y a pas de problème. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est sûr. Mais je pense que c'est faisable, puis je pense que c'est surtout important. Moi, j'ai été chanceuse, en fait, d'avoir justement mon frère puis ma sœur comme modèle qui ont fait ça avant moi puis qui m'ont montré que c'était faisable. Mais c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Puis cette année, en rentrant à l'université, ça a été encore un ajustement. Au cégep, c'est plus facile. On a l'Alliance par études qui facilite beaucoup la chose. Puis à l'université, c'est juste qu'on est un peu plus laissé à nous-mêmes. Il faut vraiment trouver nous-mêmes les arrangements pour réussir. Puis il y a plein d'organismes qui nous aident quand même. Mais c'est ça. Donc, c'est faisable. Puis je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire les deux. Tu étudies en quoi? Je suis rentrée en kinésiologie à l'UDM cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Pendant longtemps, ça a été la médecine qui m'a intéressée. Puis à travers l'aviron, j'ai fait la rencontre avec une physiothérapeute qui a changé complètement mon idée de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis je voulais vraiment me diriger vers la physiothérapie. C'est encore ça que je veux faire, mais avec justement dans les compromis que je parlais qu'il faut faire. La physiothérapie, souvent, ça se fait à temps plein à l'école. Puis en ce moment, avec les entraînements, c'était moins possible. Je dis pas que c'est impossible parce qu'il y a des gens qui le font, mais pour moi, je trouvais que c'est un meilleur choix de rentrer en kinésiologie, qui est un programme, au bout du compte, qui est tellement relié à la vie d'un athlète que dans tous mes cours, j'apprends des choses sur mes entraînements, puis dans tous mes entraînements, j'apprends des choses par rapport à mes cours. Fait que c'est tellement le fun. Je peux tout le temps relier un peu les deux, puis penser OK, là, je m'entraîne dans telle catégorie d'entraînement, fait que là, c'est tel système qui travaille. J'ai appris ça dans mon cours hier. Fait que pour moi, je trouve ça magique, là. C'est tellement le fun de pouvoir faire le lien entre les deux tout le temps. Ah, c'est passionnant, puis t'aimes le sport depuis que tu es toute jeune. J'ai lu que tu étais gymnaste avant de découvrir l'aviron. Comment ça s'est fait, l'aviron, pour toi? En fait, ça, c'est une histoire cocasse que je compte souvent. OK. Dans le fond, je fais 6 pieds, OK? Je suis beaucoup trop grande pour être une gymnaste, puis pas pour que ça l'arrête qui que ce soit de faire de la gymnastique, mais c'était ma passion, j'adorais ça, mais j'étais trop... Tu sais, j'avais juste pas le physique pour ça. Rendue autour de 16 ans, tu sais, j'étais souvent blessée, donc je savais que je voulais arrêter la gymnastique, même si ça me déchirait le cœur, tu sais, je me disais, OK, il faut que j'arrête, mais je voulais pas rien faire. Fait que je m'étais dit, je vais trouver un sport, tu sais, juste pour 2-3 fois semaine pour rester en forme, tu sais, je veux pas rien faire. Puis mon frère, il a ramé une saison avec l'équipe de McGill, de l'université McGill. Puis il m'a dit, hey, je sais qu'ils cherchent des grandes personnes, là, tu devrais aller au bassin olympique, je suis sûre que tu pourrais. Puis là, ma belle-sœur, elle m'a dit, ah oui, je connais des gens, viens tel jour. Fait que je me suis juste présentée un mardi matin au bassin olympique. Je savais même pas c'était quoi l'aviron, j'avais jamais vu ça.
J'avais aucune idée, tu sais, je savais que c'était un bateau, c'est à peu près tout. Puis comment ça fonctionne au Québec, c'est qu'on fait passer des tests qui ont rapport physiologiquement avec l'aviron, mais qui n'ont pas besoin des habiletés de l'aviron. Donc, c'est un test de cardio, puis 3 tests de puissance. Puis, si les athlètes passent ces tests-là avec des hauts standards, ben là, ils sont invités dans l'équipe provinciale pour commencer leur développement. Donc, j'ai fait ces tests-là. J'ai rencontré mon entraîneur, Gavin Mackay, puis après ça, ça l'a juste déboulé. Là. Moi, je pensais continuer la gymnastique pendant 1 an, puis finalement, j'ai arrêté. J'étais comme, OK, je me mets à 100% dans l'aviron. Il m'avait déjà présenté un plan sur 8 ans pour me rendre aux Jeux olympiques de 2024. Donc, ça a pas mal été ça. Après ça, là, j'ai pu arrêter. Mais qu'est-ce que tu as aimé dans ce sport-là? Parce que c'est différent de la gymnastique, là. Oui, c'est sûr que c'est complètement différent, puis ça m'a pris quelques années d'adaptation, je dirais. Surtout, comme j'ai dit, j'ai commencé à l'automne. J'avais devant moi tout l'hiver, qui est au Québec, en aviron, c'est la pire saison parce qu'on est à l'intérieur sur des ergomètres qu'on appelle, là, j'imagine que vous avez tous déjà vu ça au gym, les machines à ramer, puis c'est pas le fun, honnêtement, c'est juste pas le fun. Donc, ça m'a pris du temps à savoir que je voulais faire ça. Tu sais, tout le monde me disait, ah oui, t'as du potentiel, hein, tu vas être bonne. Mais après ça, il faut aussi la passion. Fait que ça m'a pris du temps à réaliser. Puis c'est une fois que j'ai réussi à ramer comme il faut, parce que je vous avoue que les premières semaines, je passais plus de temps dans l'eau que sur le bateau. Je chavirais 100% du temps. Okay. Mais une fois que j'ai pris un peu plus la twist, puis loin de là de dire que j'étais bonne en aviron, j'ai réalisé le feeling de le calme que t'as quand tu rames, puis le calme de l'eau autour de toi. Ça avance quand même relativement vite, un aviron, mais de l'extérieur, ça a l'air tellement calme puis simple. Donc, c'est vraiment ce feeling-là qui m'a accroché. Tu as gagné de la confiance, puis en même temps, tu as découvert une nouvelle passion, j'ai l'impression, là. Oui, exactement. Ah non, c'est fou. Puis c'était quoi ton plus gros défi au début? Ta plus grande difficulté, là? Tu sais, je venais d'un sport que c'est des courtes répétitions, tu sais, nos routines au sol, c'est 1 minute et demie maximum. Puis là, j'arrive dans un sport où est-ce que il faut beaucoup, beaucoup de cardio, qu'est-ce que j'avais absolument pas. Donc, ma première année, ça a été des heures et des heures sur le vélo stationnaire puis sur l'ergomètre à l'intérieur. Puis pas des choses qui sont difficiles, tu sais, pas des intensités où est-ce que je sens que je me dépasse, mais juste des heures à, on appelle ça catégorie 6, qui est comme juste, tu es capable de parler en même temps, tu sais, un petit jogging relax, un spin, mais pendant, c'est ça, des heures. Je pouvais faire comme 25 heures de ça par semaine, juste pour essayer d'améliorer, puis c'est encore le cas, là, j'en fais encore, mais mentalement, au début, ça a été tellement difficile pour moi de m'adapter à ça, puis de, tu sais, j'étais comme, ben, c'est donc bien ennuyant, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Mais tranquillement, tu sais, tu découvres des choses, tu découvres, surtout quand tu le fais en ramant, tu sais, tu peux perfectionner ta technique pendant ce temps-là, tu peux perfectionner plein d'affaires, tu peux penser à des stratégies de course, puis faire des simulations dans ta tête. Donc, c'est tous des petits trucs que j'ai développés au travers des années comme ça. Ton frère et ta sœur, ils sont des sportifs. Tu as dû avoir des conseils aussi de ta famille? Oui, c'est sûr. Mon frère, ma sœur, puis aussi mes parents, les deux, c'est des gens très actifs. Je me sens tellement choyée de pouvoir appeler n'importe quel membre de ma famille puis qui vont comprendre en quelque sorte ma réalité. En particulier ma sœur, que le ski de fond, c'est un sport très similaire à l'aviron en termes d'entraînement puis de volume d'entraînement. Donc, c'était très facile pour moi d'appeler ma sœur, de lui dire à quel point j'étais fatiguée, qu'elle m'aide à balancer plus mon temps, de bien organiser mon horaire. Puis du côté, l'année passée, du côté de l'équipe nationale, où est-ce que toutes les politiques rentrent en jeu, ben je pouvais beaucoup parler de ça à mon frère qui a vécu ça dans la NFL, où est-ce que oui, c'est une passion jouer au football, mais il y a aussi toute la politique de la business de la NFL en arrière de ça. Puis loin de là, dire que l'aviron, qui est un sport amateur, est la même chose, mais il pouvait vraiment me guider là-dedans puis m'aider dans tout ça. Tu as réussi à te tailler une place au camp de sélection de l'équipe canadienne d'aviron à seulement 20 ans. Ça s'est venu vite, là, l'excellence pour toi dans l'aviron? Oui, c'est venu vite. C'était comme... on dirait que c'était ça qui était attendu de moi, mais moi, en tant que personne, j'avais pas tant d'attentes de moi-même. Donc, ça a été rapide, ça a été une surprise. Tu sais, nous, on avait toujours dit avec mon entraîneur, le plan, c'est 2024.
Puis là, quand c'est arrivé pour le camp pré-olympique de 2020, ben on est sauté sur l'opportunité, puis de pouvoir aller à Victoria puis vivre l'année pré-olympique avec l'équipe nationale puis de voir tout le processus qui est mis parce que c'est un processus extrêmement difficile, extrêmement stressant. On est évalué, chaque entraînement est évalué pour voir qui va faire les bateaux à la fin de l'année pré-olympique. Donc, de pouvoir tout vivre ça sans avoir la pression de dire « OK, c'est vraiment cette année que je veux puis je dois faire les Jeux olympiques », puis de juste être là, puis apprendre des filles qui sont là depuis des années. Tu sais, il y avait des filles que ça faisait comme 15 ans qui étaient sur l'équipe nationale. C'était impressionnant, là, c'est mes idoles depuis que j'ai commencé, puis j'ai pu m'inspirer, puis tu sais, ils m'ont vraiment aidé là-dedans. Tu sais, tout le monde a été tellement gentil pour, justement, c'est ça, m'aider à m'intégrer, puis à bien faire, parce que c'est sûr qu'il y avait des journées plus difficiles que d'autres, mais overall, ça a été vraiment une belle expérience. T'as pas réussi à faire partie de l'équipe. Comment ça s'est passé émotionnellement? Ça a été difficile, honnêtement. Tu sais, veux pas, on dit que c'était pour l'expérience, puis que j'y allais pour apprendre, puis qu'il y avait pas d'attente, mais une fois que t'as passé à travers tout ça, puis que ça fait 6 mois que tu te bats pour ta place, Non, ouais. il y a une déception quand ils t'annoncent que c'est pas toi qui fais le bateau, même si je m'y attendais. Mais ça a été difficile, d'autant plus parce que quand je suis arrivée à Victoria en octobre, j'avais quand même un gros gap avec les autres filles, puis je savais c'était quoi mon gap. Puis au courant de l'année, on avait des check-ins régulièrement avec les entraîneurs. Puis je voyais mon gap diminuer. Puis quand on est arrivé aux sélections au printemps, qu'on a fait en Californie, mon gap, il était rendu de 2 secondes, même pas, il était en dessous de 2 secondes. Fait que de voir que j'ai manqué les Olympiques par moins de 2 secondes, alors que je m'attendais à rien, mais là, tout d'un coup, je m'attendais à quelque chose. Ça a été quand même très difficile, mais tu sais, les entraîneurs, ils ont continué à me supporter. Je suis restée là-bas avec l'équipe, puis j'ai pu continuer à m'entraîner avec les filles comme si de rien n'était, comme si moi aussi je m'en allais aux Olympiques, jusqu'à temps que la COVID arrive. Puis là, ça a été un autre scénario, là. Mais donc ça a été difficile, mais ça s'est bien fait. Le lendemain matin, j'étais retournée à l'entraînement. Tu sais, c'est comme si de rien n'était, alors que notre rêve est un peu mis sur pause, là, si je peux dire. Mais c'est correct. Ah non, je peux pas comprendre parce que j'irai pas aux Olympiques, mais je peux comprendre que, tu sais, ça devient de plus en plus réel. Puis là, tu te dis, ah, à 2 secondes. Mm-hmm. Ah, mais au moins, tu peux rêver à Paris. Je crois encore plus, ça devient de plus en plus réel, ça. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que j'y rêve à tous les jours, puis je pense que depuis les 4 dernières années, j'y ai rêvé à tous les jours aussi, mais j'essaie de rester un peu dans le moment. Je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui qui se feront pas si je pense à dans 4 ans, puis il y a des choses à faire aussi juste ce printemps, il y a des choses à faire au championnat du monde l'été prochain. Donc, il y a des petites étapes comme ça que je pense que c'est important que j'y prenne en compte puis je fasse pas juste tout mettre sur mon rêve olympique dans 4 ans. Puis, au bout du compte, je sais que ce rêve-là va arriver si je réalise bien chaque petite étape qui vont me mener là. Oui, puis il y en a plusieurs qui réalisent ça aussi avec la COVID. Tu sais, c'est un jour à la fois, tu peux pas penser plus loin. Ouais. Qu'est-ce que la COVID? Non, c'est ça, tu sais, il y en a qui le réalisaient avant. Je pense que là, on le réalise tous. Ouais. Comment ça s'est passé, la COVID? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as dû faire? Ça a été difficile. En fait, moi, j'étais à Victoria, puis quand au Québec, ça allait vraiment pas bien, on dirait qu'à Victoria, on était comme dans notre petite bulle, puis nous, l'équipe nationale était encore ouverte, puis ça allait bien, puis tu sais, mes parents, ils me parlaient de ça, puis j'étais comme, ben non, mais nous, on revient de Californie, ça va, tu sais, on s'entraîne, tout va bien. Puis là, un dimanche soir, on a reçu notre horaire pour la semaine d'après, comme d'habitude, qui commence le lundi. Après ça, il y a eu l'annonce que le Canada se retirait des Jeux olympiques. Après ça, il y a eu l'annonce que notre centre était fermé. Fait qu'en dedans de 1 heure, tout a changé comme d'un claquement de doigts, là. C'était... Puis je me rappelle, j'étais avec ma roommate, on savait plus quoi faire. On était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis mes parents ont pris la décision de me ramener au Québec parce qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qui allait se passer avec les frontières puis tout ça. Donc, le lundi soir, j'avais tout pacté mes affaires. J'étais déjà sur mon vol. Puis, j'étais revenue au Québec. Puis là, ensuite, j'ai fait une quarantaine de 2 semaines chez mes parents. Je vivais dans le sous-sol. J'étais allée chercher chez mon entraîneur
un rameur puis un vélo stationnaire. Puis j'avais fait livrer mon vélo de Victoria que j'avais amené pour m'entraîner là-bas. Fait que j'avais pas de vélo. J'ai emprunté un vélo. J'ai comme écrit un post sur Facebook. Puis tout le monde a été tellement comme ils m'ont tellement supporté, puis tout le monde m'a offert des vélos, puis j'étais comme ben merci. Comme c'est tellement émouvant de voir ce support-là. Ouais. Fait que j'ai commencé à beaucoup faire de vélo. Je me suis entraînée tout seul chez moi. Puis ensuite, on a été un bon 3 mois comme ça à l'intérieur. J'ai pu redéménager après ma quarantaine. J'ai redéménagé à Knowlton dans mon appartement avec mon roommate. Fait que ça a été un peu plus facile. T'sais, on était 2 à s'entraîner, mais on avait nos rameurs dans notre petit 4,5 à Knowlton à l'intérieur. Donc c'est sûr, ça n'a pas été facile. Puis finalement, début juin, on a pu retourner sur l'eau finalement. Donc ça l'a beaucoup aidé. Puis là, j'ai fait un été d'entraînement intense puisqu'on n'avait pas de compétition. Ça a été juste de l'entraînement matin, midi, soir. Là. On en a fait vraiment beaucoup pour essayer de bâtir la base pour que ça rapporte quelque chose l'année prochaine. Ah non, c'est ça, travailler sur ton cardio. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai lu dans un article, dans une entrevue, que tu aidais le pain dans les voiles, qui est la boulangerie de ta famille, pendant le confinement. Tu donnais, dans le fond, des pains à des personnes âgées, ou qu'est-ce que tu faisais? En fait, ça a été... on l'a mis sur Facebook, puis finalement, je l'ai même pas fait en longtemps parce que pas longtemps après, je suis redéménagée à Knowlton. Mais oui, j'ai fait quelques livraisons à vélo, dans le fond, la boulangerie, pour aider les gens dans une situation que leur santé était très affectée par la COVID, qui pouvaient pas sortir de chez eux. On a commencé à faire la livraison à domicile. Puis, dans le fond, pour rentrer un peu plus d'heures d'entraînement, ben moi, je la faisais, mais à vélo. Donc, j'allais chercher les pains à la boulangerie, puis j'allais faire le tour de Saint-Hilaire avec les pains, aller porter ça à tout le monde. Ben pourquoi pas? Parce que j'ai lu aussi que t'étais vraiment bête avec ta famille. C'est ça? Quand t'es revenue? Ouais, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais oui, mon Dieu, je me sens tellement mal pour mes parents. Tu sais, ils ont été tellement gentils, ils m'ont aidé à redéménager. C'est eux qui avaient tout organisé, le billet d'avion, tout ça. Ils étaient contents que je revienne à la maison, je pense. Puis moi, j'étais juste un peu, pas en dépression, mais tu sais, juste tellement down de tout ce qui arrivait, puis de voir comme tout ça être, tu sais, toutes nos compétitions annulées une après l'autre. Fait que j'étais juste vraiment bête. Puis tu sais, encore à ce jour-là, là, je le dis à mes parents, je suis tellement désolée. Puis ma mère est comme, mais non, t'étais tellement gentille, c'était tellement le fun de t'avoir à la maison. Non, j'étais vraiment pas du monde, tu sais. Anyway, maintenant on en rit, mais je me sens quand même très mal de comment j'étais avec mes parents, là. Ben, au moins, t'as pu sortir le méchant. Tu sais, il y en a qui gardent ça en dedans. Toi, tu l'as sorti. Ouais, c'est ça. Mais parlant de bonnes nouvelles, 2020 a commencé sur les chapeaux de roue pour vous autres, là, les Duvernay tardifs. T'as vécu le Super Bowl. C'est mon rêve d'aller au Super Bowl. Mais encore là, qu'un membre de ta famille puisse gagner le Super Bowl, ça devait être inimaginable. Ouais, c'est fou. En fait, j'ai encore pas de mots pour le décrire. Puis c'est comme si, tu sais, quand on parle de 2020, tout le monde est comme « Ah, quelle année de merde! » Ouais. Puis même moi, je le dis aussi, tu sais, je suis comme « Quelle année de merde! » Mais après ça, je réalise « Ah, ben ça a pas été juste de la merde, tu sais, comme mon frère a gagné le Super Bowl, c'est incroyable, tu sais. » Ça a été un événement... j'ai pas de mots, là, c'était mémorable. Puis la partie aussi a été mémorable. Ça a été stressant jusqu'au bout. Vraiment. Ouais, puis, tu sais, maintenant, j'y repense, puis j'ai failli pas y aller, là. J'avais pris ma décision d'y aller avec mon entraîneur à Victoria. Puis, une semaine avant, dans le fond, nous, en revenant du Super Bowl, la fin de semaine après, j'avais ma première vague de sélection officielle. Donc, c'était quand même un mauvais timing pour moi, en quelque sorte. Puis, j'en avais parlé à mon entraîneur. Mon entraîneur m'avait dit, tu sais, si c'est ça que t'as besoin, il m'a supporté dans ma décision. Il était comme, si il faut que tu sois là-bas avec ta famille, vas-y, tu sais. Fait que ça, je suis très reconnaissante. Puis j'avais pris la décision d'y aller. Puis une semaine avant, j'étais fatiguée. Mes entraînements allaient plus ou moins bien. Je revenais d'une blessure aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme, je sais plus. Puis je me rappelle avoir eu des discussions avec ma mère. Puis ma mère était comme, tu sais, inquiète-toi pas pour les billets d'avion. Puis tout ça, si t'as besoin de rester à Victoria, reste à Victoria. Puis
En tout cas, ça a été un gros processus décisionnel, puis finalement, j'ai décidé d'y aller, puis une chance, parce que je l'aurais regretté toute ma vie, je pense, de pas être là pour ce moment-là avec ma famille. Ah non, c'est clair, Mhm. c'est tellement un beau moment, puis c'est fou que ça arrive. Les Québécois, on était tous derrière vous parce que c'est comme si le Québec était au Super Bowl aussi, là. Mhm. Ouais, puis ça, on a pu le sentir. Même moi, tu sais, je suis sûre que mon frère l'a senti encore plus que moi, mais même moi, le nombre de messages que j'ai reçus de tout le monde, Ah tu sais, ouais? des gens que je connais à peine, tu sais, des gens que je suis allée à l'école ou au cégep, tu sais, que je leur ai presque jamais parlé, mais tout le monde était derrière mon frère puis derrière les Chiefs pour le supporter là-dedans. Donc, c'était vraiment incroyable de voir tout ce support-là. Tu as décidé d'aider la Fille Active, qui est une entreprise qui encourage les jeunes filles à faire du sport. Pourquoi c'est important pour toi? Je pense que c'est important parce que j'ai réalisé, en fait, au secondaire, je dirais autour de secondaire 2, 3. Moi, j'étais quelqu'un que je voulais tout le temps, dans les cours d'éducation physique, j'essayais pas d'être la meilleure fille, j'essayais d'être la meilleure de tout le monde. Puis je me rappelle très précisément d'aller m'entraîner au saut en longueur dans le gymnase de l'école parce que moi puis un gars, on était à 0,5 cm de différence. Puis je voulais absolument le battre. Puis, tu sais, pour moi, c'était ça, tu sais, les cours d'éducation physique, j'adorais ça, tu sais, j'allais me dépasser. Plus tard, j'ai réalisé qu'au bout du compte, il y a beaucoup de filles qui veulent pas le faire, puis il y a une partie de ça qui est à cause de toute l'image autour de la fille. Dans le fond, ça me tenait à cœur de montrer un exemple puis montrer que il y a beaucoup de modèles masculins dans le sport. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y a beaucoup de modèles féminins aussi, mais qui sont pas autant connus. Puis je pense que c'est important de les faire connaître. Puis si je peux être, tu sais, je suis pas encore une athlète olympique, je suis pas, c'est quelqu'un qui est tout le temps à la télé, peut-être ça qu'on voit, il y a des femmes beaucoup plus accomplies que moi, mais si je peux être proche de ces jeunes filles-là qui se sentent pas tout à fait à l'aise de bouger, puis de leur montrer que c'est important puis que c'est le fun, ben je pense que ça c'est quelque chose que je peux faire, tu sais. Donc c'est pour ça que je me suis impliquée, puis ma professeure d'éducation physique au secondaire, Madame Boyce, elle est incroyable avec les jeunes filles, tu sais, elle a parti ça Filles Actives, puis elle embarque les filles, puis tout le monde le fait, puis tout le monde vient bouger les midis, juste les filles ensemble. Donc ça, c'est incroyable, c'est le fun à faire. Donc c'est pour ça que je lui avais écrit pour m'impliquer avec elle, puis essayer de garder ce mouvement-là populaire à l'école. Ah, j'adore ça. Tu me donnes des frissons, tu sais, c'est ça, si tu peux faire juste une différence avec des jeunes filles, puis moi, c'est ça, c'est pour faire connaître des modèles comme toi. Non, on ne voit pas à télé, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être te voir dans quelques années. On va l'espérer, on va voir. Merci beaucoup, Marie-Lou. Mais merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Elle m'a fait pas mal rire, Marie-Lou. Je l'aime beaucoup, beaucoup. En tout cas, si elle n'est pas rafraîchissante, impressionnante et surprenante, mon nom, c'est pas Geneviève Tardif. La semaine prochaine, mardi prochain, on y va avec une femme qui court vite et qui avait les cheveux rouges, les cheveux de plusieurs couleurs quand elle courait. Je vous donne pas plus d'indices. Très hâte à cette rencontre mardi prochain. Merci tout le monde. Bye.